On a du temps pour questions, échanges, tout. Joseph? Oui, je prévois un problème important dans le protocole peut-être. C'est que, comme tu sais sans doute, dans beaucoup de traditions, surtout les traditions sacrées, même les traditions laïques de méditation, il y a un avertissement très fort contre la recherche des siddhis. C'est considéré comme une grave erreur de faire la méditation pour acquérir des siddhis. Et donc, dans les protocoles, comment faire pour ne pas donner à quelqu'un qui vient de, par exemple, d'influencer? Je ne me prononce pas. Oui, je crois que je comprends ta question. Donc, un petit peu comme j'ai répondu à Paul Louis, en fait, au moins dans le cohorte que j'ai, et au moins dans toutes les traditions Vajrayana et tantriques, les siddhis ne sont pas interdits, ils sont bienvenus. Les siddhis ne sont pas interdits, ils sont bienvenus. Et donc on accepte de travailler avec les siddhis parce qu'ils sont utiles. Et donc ça ne pose aucun problème pour ces gens-là qui pratiquent dans les traditions tantriques. Peut-être Joseph, il a... Donc vous leur dites, on leur dit carrément qu'on fait la méditation pour acquérir? Non, on dit, si, en fait, oui. On dit, il y a deux types de siddhis, il y a les siddhis ordinaires et les siddhis extraordinaires. Les siddhis extraordinaires, c'est l'éveil et de pouvoir voir la vacuité. Ça, c'est le but final. Mais les siddhis ordinaires, ça peut aider sur le chemin et c'est bienvenu. Ok? Et comme j'ai dit à Paul Louis, ce qui est derrière cette démarche, c'est que les pratiquants à ce stade sont suffisamment matures et intelligents pour ne pas tomber dans le piège idiot de décider d'aller au casino et jouer et consacrer tout leur CD à des gains comme ça. Oui. Est-ce que tu serais au courant, par exemple, il y a un grand contre-exemple de ça, de ce que je dis, qui a eu lieu dans les années 80, où les pratiquants de TM, Transcendental Meditation, en grand nombre, se sont mis à vouloir l'éviter. Et moi, je n'ai pas suivi ça de très près. J'avais l'impression que il n'y a jamais eu la moindre évidence scientifique de l'évitation chez eux, mais peut-être tu as étudié ça de plus. Non, mais les méditations transcendantales, c'était quelque chose. Moi, j'ai une impression positive de ce qu'ils ont fait en général, mais de l'éviter et tout ça, c'est là où ils ont dérapé un petit peu. Et ils ont beaucoup développé leurs abdominaux parce qu'ils essayaient de sauter. C'est ce qu'on a dit. Ils sautaient. Je voudrais partager une expérience sur la même chose qu'on a fait dans notre école en Inde. C'est une école alternative pour les enfants là, qui va du matin jusqu'au bac. Et moi j'avais montré la vidéo de Russell Targ avec les profs. On avait fait plein de jeux ludiques avant pour enlever les énergies qui sont bloquées, etc., les formations de groupe et tout. Et après on a fait une détente, etc. Et Pascal et moi on avait mis un objet dans une boîte. On avait demandé tout le monde de juste laisser les sensations sexuelles venir, etc. Les premières impressions étaient garder ça, que ce soit les mots, images, mots, etc. Et chacun avait noté dans leur cahier, les profs, et ensuite ils ont même partagé, et ensuite ils ont mis en commun, on a tous mis en commun. Et c'était très intéressant parce que sur les 27-28 profs qu'on était, il n'y a pas un seul qui a dit que l'objet était carré, parce que l'objet était réellement rond qui était dans la boîte. Et après, ils ont tous dit, presque tous, que c'est lié avec l'éducation. Or, c'était un médaille que Pascal il avait eu pour son thèse doctorale, en éducation justement. Donc, ils ont dit c'est lié avec des livres, on a l'impression que c'est éducation, livre, etc.
Et il y en a qui ont dit qu'ils ont l'impression qu'il y a une figure là-dessus. Et il y a une personne qui a dit que c'est rond, c'est en couleur bronze, et il y a un visage là-dessus, c'était la Marianne en fait. Donc on a eu en fait ce genre d'expérience. J'imagine on a fait aussi avec les psychométrie, avec les photos, avec les enfants. Et ça marchait aussi très bien. Mais bien sûr toujours avec une petite détente et tout avant, un peu de musique et tout. Et bah, ça marche, et tandis qu'on n'est pas des gens qui font la méditation. Peut-être il y en a certainement dans le groupe, mais par exemple moi j'arrive pas. Mais on a tous fait et ça a toujours donné des résultats intéressants. Oui, je pense que probablement chacun de nous peut raconter en fait, des expériences comme ça. Quand il s'agit bien sûr de faire la recherche, c'est plus compliqué parce que là il faut quelque chose d'homogène et c'est en partie pour cela que ça peut être utile d'avoir les gens qui connaissent leur esprit mieux et qui peuvent appliquer ces choses comme ça. Mais c'est bien d'avoir ces protocoles parce que là maintenant on peut aussi voir ces étapes d'une manière plus systématique et même amener ça avec les étudiants pour suivre ça et puis continuer à... Et je crois que je n'ai pas tout à fait dit, il y a un autre aspect de les CD vus dans ce schéma, c'est que quand quelqu'un a vraiment réalisé en fait shamatha et connaît ces étapes des 4 membres miraculeux, on peut le faire sur le champ. On peut se faire, et pour moi, c'est ça ce qui se passe dans les miracles. C'est qu'il y a quelque chose qui arrive dans la situation où la personne réalisée spontanément a la volonté de montrer. Et ça se passe comme ça. Je donne juste un exemple, je pense, peut-être je me trompe, mais je pense que c'était Nagarjuna, à Nalanda. Et il y a une histoire où Nagarjuna était un des maîtres de méditation, mais il était aussi quelqu'un extrêmement érudit, qui a écrit des textes qui rassemblaient des tonnes et des tonnes de connaissances bouddhistes. C'était à peu près 4 siècles après le Bouddha. Et puis il y avait cette université Nalanda dans le nord de l'Inde qui était la plus grande université dans le monde à l'époque, c'était incroyable. Et il était le provost, le doyen de l'université. Et il enseignait, sa spécialité c'était la vacuité. Et dans l'histoire, c'est qu'il marche dans le couloir un jour en lisant un texte, il se cogne contre un pilier. Et il y a un étudiant à côté de lui qui se moque de lui, disant « Ah, Nagarjuna, maintenant, c'est où ton vacuité ?» Et puis, Nagarjuna, il regarde le jeune moine et il met sa main à travers le poteau. Et et ça, c'est une sorte d'exemple où d'un coup, quand le moment est juste, on peut faire comme ça. Je vais juste aborder ce que tu as demandé. Là, Peter souligne une voie qui est la méditation. Et cette voie est dans aussi, il faut dire, que dans un axe plus large qui est toutes sortes d'états de conscience différentes et des approches différentes, incluant la relaxation, l'hypnose, les rêves, les états hypnagogiques, etc. Et donc il y a beaucoup de voies pour atteindre c'est quelque chose. Mais ce qui est intéressant avec la méditation, c'est ça je pense que Peter a bien souligné, c'est le fait qu'on peut avoir des groupes d'individus qui suivent une pratique de manière très précise et avec des bons repères, et donc on peut aller beaucoup plus loin dans la compréhension de l'impact. Tandis que par exemple avec l'hypnose, le seul critère qu'on a par exemple, c'est est-ce que la personne a un bon sujet hypnotique, entre 2 et 3% de la population, ou non. Et voilà, c'est pas aussi nuancé, c'est aussi avancé que
une pratique qui existe depuis des milliers d'années. Donc c'est Non, mais intéressant. c'est pour ça que je disais, c'est rassurant pour moi quand je vois ça, parce que ça me donne des pistes de travail pour travailler, aller plus loin, quoi. Parce que nous, on fait bien sûr d'une manière plus artisanale, on a un autre contexte, mais c'est très intéressant de voir ces parallèles entre les textes anciens, ensuite même des pratiques comme l'hémophilie. Et pour la recherche, on peut imaginer beaucoup d'autres choses qu'on peut faire si on a des ressources. Par exemple, aujourd'hui, on sait comment en fait mesurer l'attention de quelqu'un. Et si on a les ressources, on pouvait en fait aussi mesurer quelle est la stabilité de chacun des sujets. C'est aussi des personnes qui sont très cool. Et donc de mesurer leur niveau d'attention, ils s'en fichent s'ils ont un bon niveau, donc ils sont prêts à jouer le jeu. Donc c'est un cohorte qui est super intéressant pour plein de raisons. Question là. Oui, merci, c'est très intéressant cet exposé. Est-ce que vous pourriez parler un peu plus subjectivement de votre propre expérience à travers la méditation, avec quel maître ou quel groupe vous avez fait, et s'il n'y a pas certains facteurs que vous n'avez pas évoqués, mais qui seraient favorisants. Par exemple, méditer dans un groupe, ça peut favoriser, ou méditer avec un maître, tel maître qui aurait plus de qualité de maître, ou qui serait plus avancé qu'un autre, ça favoriserait. Ça serait ma première question. La deuxième, c'est est-ce qu'un jour, on ne pourra pas mettre en termes neurophysiologiques tout ce qui a été dit avec des mots, c'est-à-dire cette faculté d'observer ou de superviser, ça correspondrait à un certain fonctionnement général du cerveau, etc. Et aller encore plus loin dans cette optique-là, ce serait, si on stimulait avec des courants électriques ou magnétiques certaines zones, est-ce qu'on n'aurait pas l'équivalent de ces milliers d'heures de méditation où on créerait, de manière plus facile et expérimentale, des états favorisants par des machines. Donc déjà pour les neurocorrélés de corrélation, ça je pense oui. Est-ce qu'on peut stimuler un état? Je pense oui et non. Surtout avec les psychotropes, on peut stimuler les états de conscience qui ont un impact sur le point de vue que quelqu'un a sur le monde par la suite, ce qui est très important, et c'est ça ce qui se passe dans la méditation profonde aussi. Une différence avec la méditation, c'est qu'on travaille à stabiliser ça. Donc avec les psychotropes, une semaine, un mois, quelques mois après un trip, on est toujours sur l'effet, pas l'effet de la drogue, mais l'effet d'avoir vu autrement. Mais la méditation, le jeu, c'est de stabiliser. Si je pratique très dur pendant une semaine, je peux avoir certaines expériences, mais ça va pas durer. C'est sur des années où ça va stabiliser et être plus accessible. Et où j'y vais avec ça, je pense qu'il y a probablement plus que simplement une stimulation qui est en jeu. C'est probablement je ne sais pas, mais je pense que c'est possible qu'il y a des choses structurelles aussi qui changent dans le corps. Et c'est en partie pour cela que ça prend tellement de temps, ça prend des années de méditation, parce que le corps réagit lentement. Et par rapport à mes expériences personnelles, c'est juste il faut trouver, you have to find your home. Donc pour le maître et tout ça, et la communauté, on cherche peut-être un petit peu, et puis quand c'est bon, on le sait. Et c'est ça ce qui est important. Pratiquer en groupe, oui, ça aide plutôt au début, à mon avis. Après,
on va tout seul, mais c'est extrêmement important de pouvoir avoir un maître qui va guider, parce que c'est individuel et c'est fin. Et vous, personnellement, vous avez fait quoi? Dans quel groupe, avec qui? Le groupe où je suis impliqué, ça s'appelle Shambhala. C'était dans la lignée Kagyu et Nyingma tibétain. C'est un maître Trungpa Rinpoche qui a fondé ça dans les années 70. Et c'est un mélange des traditions Mahamudra et Dzogchen. C'est Trungpa, c'est pas? Trungpa. Pascal et après. Avec Pascal. Oui. Vous avez parlé de l'objet sur lequel, enfin cette étape sur laquelle il faut se focaliser sur un objet. Et vous avez mis un peu les différentes techniques au même niveau en disant ça peut être l'objet, ça peut être la respiration, ça peut être une visualisation, ça peut être un mantra, etc. Ma question, elle est, est-ce que réellement c'est seulement l'aspect objet, bien sûr, qui est là, de concentration en fait. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des effets différents selon le type d'objet? Parce que la fréquence sonore, elle va avoir un effet complètement différent. Et justement, à ce sujet-là, par rapport aux recherches que vous faites, est-ce que ce ne serait pas intéressant aussi, de s'allier par rapport au type de stimulus ou de stimuli qui sont utilisés, que ce soit mantra ou visualisation ou respiration. Et d'autre part, il y a aussi quand même des gens qui font des recherches sur certains, je pense par exemple au Monroe, on travaille beaucoup avec les EmiSync, avec des sons EmiSync, et ils font des recherches, ils ont tout un... Et puis de manière peut-être plus traditionnelle, les chamans, avec le tambour chamanique, et aussi bien sûr les drogues, etc. Et donc est-ce que ce serait pas intéressant justement de voir aussi ces côtés, quels stimulus on utilise? Et parce que moi, j'ai traduit un tantra en fait, un tantra bouddhiste, qui s'appelle le tantra de Chandra Maroshan. Donc c'était en tibétain, c'est le Myopa Tantra, c'est le tantra central. Moi j'ai traduit de langue indienne, et non pas tibétaine, puisque je ne suis pas tibétologue, donc du sanskrit et du newari. Et donc le chapitre le plus important, d'abord ça commence par toutes les protections, parce que justement, je pense que la question, les siddhis, etc., un tantra aussi radical que celui-là, il est complètement radical, il est au-delà même des Nyingmapa et des Karmapa. Il y a donc il y a une protection, justement au début, où c'est on casse tous les tabous, etc., enfin quelque chose d'impensable. Et ensuite, on arrive seulement justement à toute la pratique qui va d'abord permettre d'acquérir les siddhis, mais en fait, c'est pas pour permettre d'acquérir les siddhis. Les siddhis, ils arrivent, c'est incident, c'est pas. En fait, rien de la pratique n'est pour acquérir des siddhis. Mais les siddhis, par contre, ne sont absolument pas tabous. Au contraire, c'est même un moyen qui va permettre de rebondir et d'aller plus loin. Et ensuite, dans la tradition dans laquelle j'étais, c'était c'est Marpa, c'est le transfert de conscience. Et donc, dans vraiment la toute petite partie technique de tout le traité, de ce tantra, il y a 2 pages, 3, enfin un peu plus, 4 ou 5 pages qui sont vraiment essentielles. C'est la pratique, c'est le Vayu Yoga, dans le yoga du souffle, dans lequel on a justement toutes les techniques. Les techniques visuelles, les techniques de respiration, et les techniques kinesthétiques, bien sûr, dans les tantras, puisqu'il y a toute la pratique. Donc, ma question, elle est, est-ce que ce ne serait pas intéressant d'intégrer justement ces vues diverses? Et pour le tantra, il est simplement, c'est l'objectif qui intéresse, enfin c'est pas l'objectif, c'est la réalisation qui est importante, et pas les siddhis. Et donc, eux, ils se moquent de savoir comment ça se passe, pourquoi ça se passe, etc. C'est souvent, mets-toi sur le chemin, et puis quand ça arrive comme ça. Et donc, pour ça, ils disent, utilisez tous les moyens qui sont à votre disposition. Tout est bon si ça vous permet d'arriver au but, et rapidement. Parce que donc est-ce que dans la recherche, est-ce que ce ne serait pas intéressant aussi d'avoir cette approche, de dire, bon, puisqu'on veut savoir le lien qu'il y a entre les pratiques yogiques, disons, de manière générale,
et les résultats qu'on peut qualifier de parapsychiques. Est-ce que ce serait pas intéressant aussi d'avoir cette approche justement d'accepter, plutôt que d'avoir des populations, de regarder aux pratiques qui sont ces populations. Ok. Et donc d'outils comme les émissions. Moi, je vois ça un petit peu différemment. Déjà dans ce groupe, donc il y a toute une panoplie de pratiques. Donc il y a des sadhanas avec des déités différentes, il y a des travaux sur le chakra, il y a juste le Mahamudra, il y a Trekcho, etc. Donc ces gens, ils utilisent tout ça aussi. Mais pour moi, ce qui est deux points. Une chose, ce qui est intéressant, c'est que ça rend les gens sensibles. Ça rend quelqu'un sensible, okay? Et aussi connaisseur de son esprit. Okay? Et donc, on peut parler avec la personne, dire que voilà, une tâche psy, vas-y. Okay? Et donc, ça c'est une chose. Et puis, sur les variétés de techniques, et j'ai évoqué juste un petit peu qu'une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est les postures. Des postures. Et Trungpa, en fait, il a transmis à cette communauté une série de pratiques très intéressantes où on utilise des postures un petit peu curieuses, aussi avec des couleurs. Donc on se met dans une pièce verte et on prend la position qui va avec et on reste comme ça pendant un certain temps. Et ça travaille sur les canaux et tout ça. Et ça sensibilise la personne dans une certaine manière. Et c'est frappant. Et donc, je pense que ça va un petit peu dans ce sens. Donc il y a une sorte de palette et on peut trouver des axes qui sont nord-sud ou nord-ouest, sud-ouest ou je ne sais pas quoi. Mais oui, c'est une fois. Mais il y a toujours la base de shamatha dans tout ça. Donc toutes ces pratiques, il y a le shamatha parce qu'il faut la stabilité, il faut se concentrer. Mais à part ça, puis on peut sensibiliser certains aspects de l'être. Et ces pratiques font ça. Un sadhana qui travaille plutôt sur la passion, ou un autre qui travaille plutôt sur la peur, etc. Mais ce truc de couleur, c'était génial parce que c'était très, très, très basique. C'était comme les couleurs primaires de l'être. Le mandala. Les 5 couleurs du mandala. Mais les postures, c'est ça ce qui fait fonctionner le truc. Ouais. C'était lui qui pouvait deviner quelles sont les postures. Et voilà. Mais oui, ceci. En ce qui concerne ce qu'on peut appeler l'inscription corporelle de l'esprit, Mathieu Ricard est très observé au niveau des structures du cerveau et au niveau du métabolisme du cerveau. Mais enfin, il a plus de 40 000 heures de pratique. Donc, ce qu'ils ont constaté, c'est qu'il a 7% de plus de matière grise et que le corps calé par les deux hémisphères contient énormément plus de connexions. Oui. Ça, c'est sur le plan structurel. Le connectome. Sur le plan métabolique, quand on lui demande d'entrer, il est sous tunnel, et on lui demande d'examiner une situation de guerre, des images de guerre, alors qu'il peut se mettre en état d'empathie et en état de compassion. S'il se met en état d'empathie, ce sont certaines zones qui s'activent. Et c'est insupportable. Il ne tient pas plus de quelques instants parce qu'il vit lui-même cette souffrance. Et la même scène examinée sous... pardon. Ça n'est pas l'empathie, c'est la compassion. C'est la même scène, ce sont d'autres zones qui s'allument. Et à ce moment-là, il ne souffre pas, il est en mesure, en quelque sorte, de diluer la souffrance des autres. Et ça, c'est une inscription corporelle de l'esprit. D'autres, oui. Oui, allez-y. Je voulais juste, depuis le début, on parle des vous êtes où? Pardon, je suis pas.
On parle des psys. Du psy. Du psy. Pas des psys, pas du psychanalyste. Le psy signifie le phénomène exceptionnel comme la télépathie, comme la clairvoyance, comme le psychokinèse. Voilà, donc vous utilisez ce terme en version, on va dire, méditant, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Sidi. Sidi, voilà. C'est la même chose donc. Oui. J'ai pas bien compris en fait de quoi on parle en fait. C'est quoi ces Sidi? Donc, comme dit Mario, donc, des effets comme télépathie. Donc j'entends ce que je sais ce que tu penses dans ta tête. Clairvoyance, voir à distance, d'avoir une précognition de ce qui va se passer à l'avenir, de voir mes vies intérieures, si on croit aux vies intérieures, et de pouvoir mettre ma main à travers le mur et le retirer indemne, de voler, de déformer la matière. Il y a une jolie histoire de Milarepa qui était un saint tibétain qui pratiquait, ils étaient yogis dans les grottes, qui pratiquaient toute sa vie presque dans les grottes, mais de temps en temps il sortait, il avait des étudiants et il enseignait un petit peu aux étudiants. Et il y avait un étudiant qui était qui pensait qu'il y avait une grande réalisation, et donc il était un peu orgueilleux. Et Milarepa, il s'est rétréci jusqu'à cette taille-là pour montrer à son étudiant que son étudiant n'était pas aussi performant que lui. Et donc il y a tu vois, ça va de simple sorte d'intuition qui n'a pas une cause évidente jusqu'à des effets qu'on peut à peine croire. En gros, c'est ce qu'on appelle ici le paranormal. C'est ce qu'on étudie, on préfère le terme psy, PSI, pas Y, parce que c'est plus neutre. On ne sait pas si c'est paranormal, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire paranormal, mais on sait que ça contient un certain nombre de phénomènes, incluant des phénomènes très exceptionnels comme passer la main à travers les murs, et des phénomènes plus modestes comme par exemple avoir une connaissance de ce qui se passe dans l'esprit ou le cerveau de quelqu'un d'autre à distance. On a un point de vue physique, on peut comprendre, du point de vue physique, où on en est au niveau des recherches purement physiques. Avec les conférences. Qu'est-ce qui se passe si on voit l'avenir par exemple? On ne sait pas du tout. Aucune idée. Aucune idée. J'aimerais bien savoir. Il y a une question derrière toi aussi, pour le François. Mais non, mais je voulais juste dire une chose par rapport au CIVI. Parce que tu as dégagé là, les 4-5 CIVI qui ressemblent étrangement à l'ESP et à l'APK. Dans les exemples que tu donnes, tu parles d'autres aussi, il y en a d'autres, il y a devenir invisible, se passer de l'alimentation, de sommeil, etc. Les 5 que tu as dégagés, c'est parce qu'on est aligné ou c'est parce que ceux effectivement qu'on retrouve dans les différentes traditions plus particulièrement marqués parce que c'est ceux qui finalement se produiraient le plus souvent? Parce que je pense que c'est beaucoup plus fréquent avec la voyance que de passer sa main à travers un peu de et ça c'est en moins dans le texte que je connais, c'est pas dit explicitement que la clairvoyance est le plus prédominant, tout ça, mais c'est évident que c'est ça, en fait. Il y a clairvoyance et aussi clairaudition. Oui, clairaudience. Hein? Clairaudition. Clairaudience. Qui sont les plus souvent cités. Parce qu'après on retrouve dans les plus exceptionnels, on retrouve les phénomènes extraordinaires chez les mystiques chrétiens. C'est-à-dire que chez les mystiques du monde entier, finalement, les maîtres, les grands maîtres spirituels, etc., on a retrouvé des choses qui vont être de plus en plus extraordinaires, qui vont s'éloigner du noyau dur du phénomène du SP et du PK. On peut essayer de les rattacher, en faisant un peu d'acrobatie à l'ESP ou la PK, mais l'ubiquité, par exemple, ou certains mystiques qui crachent des fleurs, enfin des trucs tout à fait. Mais ça, on peut appeler ça le PK. Voilà, c'est ce que je dis, on peut faire un petit effort et essayer de les faire entrer dans le briques. Alors, François, tu avais une... Oui, Peter, souvent il est rapporté que les capacités psy, les phénomènes psy sont souvent associés à un état de transe ou un état modifié de conscience.
Est-ce que l'état dans lequel on arrive par la méditation, est-ce que c'est un état de modifié de conscience ou quelque chose de similaire à la transe? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est, on dit souvent, les consignes qui sont données, par exemple en remote viewing, c'est toujours laissez-vous aller, ne faites pas fonctionner le mental, pas de la volonté, laissez venir les choses, écrivez tout de suite ce qui vous vient au premier jet, comme ça. Et dans la méditation, il semblerait que c'est le contraire. Il y a un aspect concentration, un aspect de focalisation, exactement le contraire de l'autre aspect de laisser aller et de ne pas faire intervenir le mental, la volonté. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette comparaison avec les indices pour comment faire le remote viewing, parce que tous ces éléments, ils sont là. Donc je peux revoir, mais pour moi c'est évident qu'ils sont tous là. Ce qui peut-être n'est pas, ce qui peut-être semble compliqué, c'est que de poser l'esprit sur un seul point, c'est dans la détente. Donc c'est très 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 détendu. C'est open, c'est ouverture, mais posé là. Et de se laisser aller, en fait, ça c'est détendre, mais c'est détendre dans l'idée d'être attentif à ce qui arrive. Et donc ça c'est le seul point. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est-à-dire que c'est la partie du... Dans la transe, on a l'impression que, par exemple, quelqu'un qui est sous hypnose, on a l'impression que l'intellect est complètement déconnecté en quelque sorte. Alors que dans la méditation, on a l'impression qu'il faut parler de vigilance, de concentration sur quelque chose. C'est le mouvement quasiment contraire. Ok, oui, donc c'est quand on fait Shankara, donc encore une fois, la concentration, on est à l'aise et il y a un sens de clarté et paix. Ça, c'est la traduction de shamatha, c'est résider en paix. Et donc finalement, ce qui se passe, c'est que c'est plutôt que l'esprit devient tellement familier et habile à ne pas bouger que je le pose et il reste juste là. Et donc là, il y a de moins en moins d'efforts, finalement. C'est ça. Sinon, c'est pas la paix. Si un truc comme ça, c'est pas du tout ça. C'est plus que je me détends, le plus que l'esprit va juste rester. Non. Je peux juste compléter quelque chose. Dans l'hypnose, l'hypnotiseur remplace cette volonté, enfin cette concentration qui vient de l'individu. Donc, c'est pas le même état, mais il y a des similarités aussi dans ce sens-là que dans l'hypnose, l'hypnotiseur va remplacer en quelque sorte l'esprit qui vagabonde, il aide l'esprit de se concentrer sur la voie de l'hypnotiseur et donc et dans ce sens-là, on peut voir les deux comme simplement des voies pour arriver à un certain état, un état de réceptivité et ainsi de suite. Même s'ils sont des voies un petit peu différentes, un drivé par l'extérieur. Et juste un dernier point par rapport à l'état modifié de conscience. Finalement, pour quelqu'un qui pratique, ça c'est l'état modifié de conscience. Notre état. Ça c'est modifié plutôt. Et l'état naturel, c'est comme tu as un verre rempli de l'eau, il y a de la boue et tu remues. Et après quelques minutes, ça devient clair. Mais il faut le modifier encore pour voir la vue. Et en fait, c'est ça ce qui est modifié et ce qui est naturel, c'est que ça soit clair. Marc. Alors moi, je voudrais juste revenir rapidement sur les CD, parce qu'il y a les CD donc usuels,
Ordinaire, oui. ordinaires Oui. ou mondains. Et puis il y a 3 siddhis qui sont un peu exceptionnels. De ce que j'ai noté, hein. Il y avait le pouvoir exceptionnel, l'harmonisation du corps et de l'esprit et la certitude. Ah, oh non, c'était pour donner des... Ah, d'autres exemples alors. Non, des qualités de n'importe quel siddhi. Ok. Et Mais j'avais pas. Il y a des contrastés, là. J'ai zappé un petit peu cette partie. d'accord. Je peux le- En fait, moi je me posais la question de la certitude. Est-ce que c'est ce qu'on appelle aussi le clair savoir, c'est ça? C'était ça, donc en fait Oui. j'ai zappé ça quand j'ai donné la compte. Ok, donc ça c'est des siddhis qui sont... Pour moi, Je comprends. pour moi, n'importe quel siddhi, que ce soit télépathie, Ouais. que ce soit je ne sais pas quoi, donc on appelle ça un pouvoir exceptionnel. Pourquoi exceptionnel? Ça veut dire que ça, dans ce point de vue, ça vient de Shamatha. Ça vient, donc c'est quelque chose qui, pour la plupart de nous, sur protection, ça va venir, mais sinon, on ne voit pas trop. Donc c'est pour ça que c'est exceptionnel. Et harmonisation de... Ah, c'est les qualités des siddhis, d'accord. Oui, Ok. et harmonisation du corps et l'esprit, c'est juste être D'accord. présent, en fait. D'accord. Mon corps est là, mon esprit aussi. Et la question de la médiumnité, Quoi? elle apparaît pas ici. Tout ce qui relève du Oh non, ça peut... qu'est-ce que tu veux dire? médiumnité, c'est la... Non, mais tu la veux dire relève- avec les esprits? Oui. Bah, là, c'est un petit peu dans l'ontologie. Si on va dire si c'est un contact avec les esprits, mais pour les pratiquants, ça sera juste une clairvoyance. Ok. Je pense, plutôt une clairvoyance. Une clairvoyance ou une télépathie avec un être. Ok. Ok. Incarné, quoi. Ouais. Et puis si on veut dire que les choses comme ça existent réellement, il y a des réponses différentes par rapport à ça dans ces traditions. Mhm. Parce que bouddhiste, tu considères qu'il n'y a pas d'âme. Oui. Ouais. Ah, ok. Mais il y a des choses. Mais il y a des choses, il y a une conscience. Il y a d'autres Mais il y a des sortes d'êtres qui sont existants, mais pas tout à fait. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ok. Vous n'avez pas essayé avec votre cohorte, c'était toujours occidental. Est-ce que vous avez essayé aussi avec d'autres... On a des Européens et des Américains. Oui, mais par Des exemple Canadiens. asiatiques ou... Non. Juste pour voir est-ce Non. qu'il y a une différence Non, dans ce au niveau de la groupe, non, mais culture. j'en suis sûr que ça peut se trouver. Mais puis il faut collaborer avec un chercheur qui connaît aussi les pratiques, au moins selon cette idée. Il faut dire qu'il y a tellement de questions qu'on peut explorer Bien sûr, dans bien ces sûr. domaines, même en prenant ce domaine-là. Et c'est une question de ressources, quelque part. Combien de laboratoires français de recherche avec... Enfin, voilà, c'est parce que c'est une communauté finalement qu'on a besoin. Donc là, il y a une piste qui mérite d'être explorée et effectivement de tester plein de choses, de voir si MiSync fait une différence, de voir si un certain type de méditation est plus axé vers la psychokinèse, un autre type de méditation plus vers la réceptivité. Enfin, il y a plein de questions qu'on peut poser, les différentes postures, couleurs, Ça ouvre mais c'est une question de main-d'œuvre quelque part, et donc des ressources et d'autres. Et tout le lien avec les neurosciences aussi. Et le lien avec les neurosciences, donc c'est forcément transdisciplinaire. C'est pour ça aussi que, bon, Peter était un petit peu dur par rapport aux recherches sur la méditation passée. Il y a eu beaucoup de recherches sur la méditation, c'est simplement que jusqu'à maintenant, on n'a pas assez fait ces sortes de comparaisons très très serrées. On a fait des comparaisons plus, on peut dire globales, de dire prenons des méditants et comparons avec les non-méditants et voyons si leur score est meilleur. Ou prenons un groupe, il médite là pendant 20 minutes et après il fait un essai parapsychologique. On voit si après la méditation il est meilleur qu'avant. Mais il y a une autre différence qui est importante à souligner, je pense, par rapport aux études précédentes, c'est que dans les années 70, 60, 70, 80, on parlait dans la
en psychologie, on parlait de Patanjali et de Siddhis et tout ça. La différence, c'était qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de méditants et il y avait des hippies qui ont goûté un petit à gauche à droite à la méditation et à d'autres substances aussi. Et aujourd'hui, on a des milliers de personnes qui ont 40-50 ans de méditation derrière eux. Et donc, c'est ça ce qui fait la différence. Là, maintenant, il faut des centaines de chercheurs qui puissent gérer C'est ces intéressant, milliers. c'est cette approche épistémologique, parce que ça c'est très occidental de vouloir étudier ça, parce qu'en Inde, par exemple, on ne va absolument pas étudier, on s'en fout, ils le font, voilà. C'est pour ça que je suis intéressée, parce que c'est très intéressant de voir cette désir. Ah oui, mais il peut y avoir une autre conférence sur le plaisir. Oui, parce que ça, c'est extrêmement important aussi. Et de jouer avec les CD, remote viewing, tout ça, c'est un grand plaisir, ça ouvre sa vie. C'est pour ça qu'on a ça apporte la joie. Utilisé pour le plaisir, pour juste découvrir. Non, c'est très... C'est vrai que c'est bien de voir cet aspect-là aussi, de voir toute la recherche qui est puis, même au niveau de la recherche, bon, ça c'est une certaine vision de la recherche, c'est-à-dire avec des statistiques, un facteur où ça devient valide, etc., etc. Donc il y a d'autres aspects de la recherche qui sont plus cliniques, mais où finalement ce qu'a fait cette recherche qui a été faite sur les near-death experience, sur LD, en fait il y a eu une centaine de personnes qui ont parlé de la near-death experience, mais il a finalement eu deux cas qui ont pu localiser la photo qui était au-dessus. Et au fond, pour ce qu'il voulait prouver, il suffit d'une personne. Il n'y a pas besoin d'en avoir 50, puisque l'idée c'est que ces photos sont, de toute façon, ne peuvent pas être vues, personne ne les a vues. Donc si une personne peut la décrire, c'est que sa conscience, et avec les systèmes de perception tels qu'on les conçoit en étant vivant, c'est que la conscience, elle a bien été à cet endroit-là. Et donc, c'est une autre forme aussi, c'est l'histoire des corps. Oui. Mais on vise beaucoup plus que juste la simple démonstration. Parce que ça, on dit quoi? Par exemple, j'ai une manip là derrière que je veux tourner, qui je pense est extrêmement important, ça aborde sur les questions de théorie quantique et tout ça. Mais j'ai besoin des personnes qui pouvaient produire un effet. Et donc il y a des très intéressantes choses qu'on peut faire, beaucoup plus que juste oui ou non. Donc, ok, bon, je vous remercie, il fait tard. Merci beaucoup.